Ah, le rapport d'activité. On connaît un peu la musique, hein. Souvent, rien que d'en parler, ça provoque des soupirs, des regards au plafond dans les équipes. Oui, c'est vrai. C'est un peu la grosse tâche administrative redoutée chaque année. C'est ça. Pourtant, Pourtant, à la base, l'idée est simple. C'est un document qui retrace ce qu'une organisation a fait sur une période, souvent un an. oui, Faire le point, donner de la visibilité, expliquer. exactement. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer cet exercice, parfois un peu rébarbatif, en quelque chose de plus intéressant qu'une simple formalité. Allez, on décortique ça. Bonne idée. Alors, l'utilité d'abord. Concrètement, au-delà de l'obligation légale pour certains, c'est quand même une super occasion de valoriser le travail, non? Ah oui, complètement. Le travail de tout le monde. Poser les choses, faire un bilan, ça peut même générer une certaine satisfaction collective, j'imagine. Tout à fait. Et puis pour les partenaires, les clients, les financeurs, c'est un moyen clé de montrer ce qui est fait. Vraiment. Mhm. Et il y a aussi une dimension d'analyse interne. C'est ça qui est intéressant. C'est un outil de recul, en fait. D'analyse interne, c'est-à-dire? Pour l'organisation elle-même. Ça permet de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce qu'on pourrait améliorer. D'accord, je vois. C'est un peu la mémoire de l'organisation. Utile pour les équipes actuelles et puis celles qui arriveront après. C'est vrai. Pour pas refaire les mêmes erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans, dans un bon rapport? Les trucs indispensables. Alors, les bases, oui. Une synthèse au début, pour ceux qui lisent vite. Oui, l'essentiel d'emblée. C'est ça, une petite présentation de l'organisation, rappeler les objectifs qu'on s'était fixés au départ. Ah oui, important pour mesurer l'écart. Exactement. Ensuite, le détail des activités menées et surtout les résultats. Concret, oui. Avec des chiffres, c'est possible des illustrations. Oui, des chiffres, c'est mieux. Et puis, parler aussi des difficultés rencontrées. Avec connecter. Ça renforce la crédibilité, je trouve. C'est vrai. Et finir sur les perspectives, j'imagine. Voilà une ouverture sur l'avenir. Ça, c'est pour les incontournables. D'accord. Et pour le rendre un peu plus digeste, un peu plus sympa. Ah, alors là, on peut ajouter des bonus. Des témoignages, par exemple. Ça rend les choses plus vivantes. Bonne idée. Des anecdotes, peut-être. Un focus sur un projet particulier. Et puis, ne pas oublier les visuels. Ah oui, les graphiques, les photos. Des infographies claires, des photos de bonne qualité. Ça change tout pour la lecture. Vraiment. Un bon visuel, ça attire l'œil. D'accord. Et pour le fabriquer, ce rapport, comment ça se passe en général? Alors, classiquement, il faut un pilote. Quelqu'un qui chapeaute, souvent la direction ou le service communication. Logique. Ensuite, il faut des contributeurs, les différents services, les chefs de projet. Eux, ils donnent la matière. Ils fournissent les infos. C'est ça. Après, la phase de rédaction, parfois on centralise pour que ce soit homogène, pour avoir une seule voix. Oui, pour le style. Et puis, les relectures, très important les relectures, mise en page et hop, diffusion. C'est un processus assez classique, lancement, collecte, rédaction, relecture, forme, diffusion. Classique, mais avec des pièges, j'imagine. Ah oui, plein de pièges possibles. Le premier, c'est de vouloir tout raconter. Exhaustivité, oui. Le risque de noyer le lecteur. Exactement. Il faut synthétiser, choisir. Autre piège, Hmm. oublier les chiffres. Le fameux «on a bien bossé», Ça suffit pas, non. ça suffit pas. Il faut des preuves. Après, il y a la forme. Une mise en page trop austère, un texte trop Ouais, dense. ça donne pas envie de lire. Non. Et attention au jargon. Les sigles internes, les acronymes que personne comprend en dehors. Ah oui, le fameux XPTO Delta Phase 2. Voilà. Ça pose la question, pour qui on écrit au juste? C'est une bonne question. Alors, justement, pour éviter ça, quelques bonnes idées. La première, c'est de penser au lecteur. Tout de suite. Se mettre à sa place. Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Mhm. Faire relire par quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est un bon test pour voir si c'est clair. Oui, quelqu'un qui n'a pas le nez dedans. C'est ça. Certains essayent même de le structurer un peu comme une histoire, avec un fil rouge. Comme une histoire? Un bilan annuel? C'est possible, ça. C'est un défi, c'est sûr. Mais on peut utiliser des encadrés pour des points clés, des citations fortes, les visuels dont on parlait pour rythmer. D'accord. Des exemples concrets de rapports réussis? On cite souvent celui du SNAM Pays de la Loire. Apparemment, ils avaient bien cadré la collecte d'infos, un petit groupe pour rédiger, un édito qui donne envie, des chiffres clés bien mis en avant et une belle mise en page. Donc c'est faisable. C'est faisable, oui. Bon alors, si on résume un peu tout ça, le rapport d'activité finalement, c'est pas forcément la corvée absolue qu'on imagine. Non, pas forcément. Si on y met un peu de méthode, si on pense clarté, si on soigne la forme, ça peut devenir un outil vraiment intéressant. Tout à fait.
Un outil pour mieux se comprendre en interne, mieux piloter et puis mieux communiquer à l'extérieur ce qu'on fait. Exactement. Raconter sa propre histoire, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et peut-être une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Oui. Au-delà de la lecture ou de la rédaction du rapport lui-même, comment est-ce que ce regard en arrière, cette analyse de l'année passée, pourrait être utilisé de façon plus stratégique? Mhm. Comment ça peut nourrir la réflexion pour l'avenir de l'organisation, même sur des points qui ne sont pas forcément écrits noir sur blanc dans le rapport? Voilà, une petite piste à explorer.